Boubacar Salif Traoré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de développement, également bon connaisseur de l'armée malienne. C'est donc l'ex-ministre de la Défense, Ban Dao, qui a été désigné président de la transition au Mali. Qui est l'homme chargé de mener le pays ces 18 prochains mois? Le colonel-major d'aviation Ban Dao est un pilote d'hélicoptère de formation. Il a suivi sa formation en France, mais essentiellement en Russie, en ex-URSS, notamment à Kiev, où la plupart des aviateurs maliens étaient formés. Il a occupé des postes de commandement, notamment chef d'état-major de l'armée de l'air, directeur du génie militaire et surtout aide de camp du président Moussa Traoré et récemment ministre de la Défense du président Ibeka. Comment définiriez-vous son parcours? Son parcours est un parcours assez classique, mais aussi un parcours riche parce que au cours de son parcours, il a démontré ses qualités d'homme intègre, doté d'une très bonne moralité. Et donc, à partir de là, il a su démontrer à l'ensemble en tout cas des Maliens, qu'il avait justement certaines valeurs à défendre. Ban Dao est notamment connu pour avoir démissionné 4 fois, oui, alors qu'il occupait des postes prestigieux au sein des autorités maliennes. S'agit-il d'un homme de dialogue ou s'agit-il d'une personnalité inflexible? Il est reconnu comme étant une personnalité inflexible parce que ces démissions-là ont toutes eu lieu justement suite à des discussions avec l'autorité avec lesquelles il n'était pas d'accord. C'est un homme de devoir et à partir du moment où il estime que les conditions ne sont pas réunies pour accomplir son devoir, il n'hésite pas à partir. Mais cette fois-ci, c'est totalement différent. Je pense qu'il a l'obligation de rester parce qu'il est à la tête d'un pays, mais aussi de changer un peu cette attitude et de devenir un peu flexible parce qu'il doit développer ses talents de négociateur. Dispose-t-il d'une opinion favorable au sein de la population malienne? Oui, c'est-à-dire à la sortie de la crise qui a conduit au coup d'État, les Maliens avaient surtout besoin d'un homme intègre, doté d'une bonne moralité. Et donc, sa nomination a été très bien saluée par justement l'ensemble des Maliens, dans leur majorité. Aujourd'hui, ce que les Maliens craignent, c'est justement une certaine militarisation de cette transition. Et donc, il y a cette crainte-là au sein de la population, mais l'homme fait preuve d'unanimité au sein de la population malienne concernant justement ses valeurs morales. Alors, une question demeure. Comment faut-il percevoir Ban Dao? S'agit-il d'un civil à la retraite ou d'une personnalité militaire? Justement, on va jouer un peu sur les mots parce que le colonel-major Ban Dao a quitté la vie militaire il y a à peu près de cela pratiquement 10 ans. Il a démissionné ses fonctions militaires? Non, il a été admis à la retraite. C'est un colonel-major à la retraite. Et donc, on peut estimer qu'il a regagné la vie civile. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un civil. Un ancien ministre de la Défense pour présider la transition, la vice-présidence de cette transition qui sera occupée par Assimi Goïta, le colonel à la chef du CNSP au Mali. Est-ce à dire que les civils n'auront pas leur place dans cette transition au Mali? Oui, il faut reconnaître qu'il y a une dimension militaire assez importante, mais il est clair qu'il y aura quelques civils. Je pense que très concrètement, l'enjeu qui a été mis en avant, c'est d'abord l'enjeu sécuritaire. Le pays a conscience qu'il y a un problème très important, notamment lié aux groupes terroristes, avec lesquels le pays tente de s'en sortir depuis plus de 7 ans. Ça pose un énorme problème. Lors du passage de Ban Dao au ministère de la Défense, il y a eu la signature de l'accord de coopération avec la France. Donc, il connaît un peu le sujet parce qu'il n'est pas resté très longtemps ministre de la Défense. Donc, l'enjeu sécuritaire et aussi l'armée, par ce tact, cherche aussi à se protéger par rapport à la situation politique. Alors, Ban Dao d'un côté, en tant que vice-président Assimi Goïta, il s'agit de 2 fortes personnalités. Comment les rôles vont se répartir entre ces deux? Le poste de vice-président, la CEDEAO était claire. Il s'agit d'un poste qui n'aura pas beaucoup de prérogatives, qui va simplement avoir un regard sur l'aspect sécuritaire, mais la décision reviendra au président. Et pour le coup, on a un président qui est, entre guillemets, une forte tête, qui ne se laisse pas faire et qui ne va pas se laisser, en tout cas, qui va pas subir des pressions. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est quelque chose d'assez positif. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest exigeaient une transition dirigée par des civils. Les nominations du jour ne vont-elles pas créer des dissensions entre le Mali d'un côté et la CEDEAO de l'autre? Je ne le pense pas parce que la CEDEAO a quand même été beaucoup respectée dans ce processus. Vous savez, il y a un ultimatum qui avait été donné, un ultimatum de 15 jours, qui
expire demain d'ailleurs. Qui expire demain. Donc aujourd'hui, on a doté le pays d'un président civil, bien vrai que c'est un ancien militaire. Et ensuite, je pense que d'ici demain, on aura le nom du Premier ministre. Et donc la CEDEAO est complètement respectée. Et moi, je suis convaincu à 100% que le poste de Premier ministre reviendra pour le coup à un civil. Donc à partir de ce moment-là, je pense que la CEDEAO est complètement satisfaite parce que, très concrètement, le pays a su répondre, en tout cas la junte a su répondre à ses préoccupations. Qu'en est-il du M5 RFP, le mouvement de contestation populaire qui s'était levé contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta? Le M5 RFP a participé justement à la désignation du président de la transition. Il faut rappeler que c'est un collège qui s'est réuni. La plupart des autres organisations ont eu chacune un membre. Le M5 a eu 2 membres et le CNSP avait 7 membres. Donc on peut estimer qu'après le CNSP, en termes d'importance, le M5 arrive en 2e position. Donc le M5 reste bien évidemment un groupe très actif et très important au sein de ce dispositif. Pourtant, ils avaient émis certains doutes, notamment lorsque la charte fut approuvée. Faut-il craindre d'autres manifestations de la part du mouvement de contestation? Bon, je pense que les manifestations ne sont pas à exclure. Il s'agit toujours de maintenir une certaine pression pour montrer effectivement qu'il y a le peuple qui décide désormais de jouer le rôle de vigie. Mais en dehors de cela, je pense que le processus ne peut pas aller sans le M5. Et la junte l'a bien compris. Et le M5 aura bien évidemment une place assez importante dans le futur dispositif. Le parcours de Ban Dao l'a fait passer par l'école de guerre de Paris, en France, mais l'essentiel de sa formation fut effectué en Union soviétique. Avec Ban Dao à la tête de la transition, la doctrine militaire au Mali, notamment en ce qui concerne le Sahel, pourrait-elle évoluer et se rapprocher de Moscou? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui mélangent les choses, c'est-à-dire l'URSS n'est pas la Russie. Il y a beaucoup de personnes qui se rappellent au bon souvenir de la coopération entre le Mali et l'URSS, parce qu'à l'époque, il y avait une coopération militaire assez dynamique où les équipements venaient de l'URSS, mais le contexte géopolitique a profondément changé. Et à partir de ce moment-là, je pense que les nouvelles autorités vont faire preuve de pragmatisme. Aujourd'hui, très concrètement, quoi que l'on dise, il est très difficile qu'une autre armée étrangère puisse déployer un dispositif à la dimension de Barkhane. Et ça, c'est su et c'est connu. Donc, bien évidemment, Ban Dao a une certaine affection vis-à-vis de l'ex-URSS. Aujourd'hui, il est en face de la Russie en tant que dirigeant d'une transition. Il fera preuve de pragmatisme et surtout, moi je dis, il faut qu'autour de lui, qu'il y ait une équipe qui puisse tout de suite préparer ce dossier-là pour lui permettre de prendre certaines bonnes décisions. Et la nomination de Ban Dao, comment pourrait-elle être perçue dans la sous-région, mais également au niveau des partenaires étrangers du Mali? Bon, c'est un homme à découvrir, parce que comme je l'ai dit, il a été souvent dans le commandement militaire. Il a été bien évidemment aide de camp du président Moussa Traoré, ministre de la Défense, mais pas pour très longtemps. Donc c'est un homme qui reste à découvrir pour la plupart des partenaires. Je sais qu'il est doté d'une autre qualité, c'est qu'il sait faire preuve de beaucoup d'écoute. Et moi, je fonde l'espoir sur le fait qu'effectivement, il trouvera les moyens d'avoir des partenariats fiables avec les autres dirigeants de la sous-région. Merci Boubacar Salif Traoré d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et comme promis, on retourne à Bamako avec notre correspondant Kaourou Magassa. Kaourou, la désignation de Ban Dao intervient à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance du Mali, ça sera demain. C'est également la fin de l'ultimatum lancé par la CEDEAO. Effectivement, c'est la fin de cet ultimatum qui pesait sur le Mali depuis la visite des membres du CNSP au Ghana. Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO, est attendu à Bamako en milieu de semaine. Et concernant cette cérémonie du 60e de l'indépendance, en fait, il y a une cérémonie de prise d'armes qui aura lieu demain matin avec un défilé militaire qui sera présidé par Assimi Goïta, le président du CNSP. Et j'ai rencontré tout à l'heure la famille de l'ex-président Modibo Keïta, le premier président du Mali. Eux, de leur côté, ils vont déposer une gerbe au niveau du mémorial, au niveau de la place de l'Indépendance, et ils feront aussi une cérémonie au niveau du mémorial Modibo Keïta pour rendre hommage au père de l'indépendance du Mali. Merci Kaourou Magassa, correspondant de TV5 Monde au Mali.